Il y a un piège que l'évitant utilise toujours pour ne pas ressentir la perte. Il croit qu'il a encore une porte ouverte. Il peut s'éloigner, disparaître, se refroidir et dormir tranquille quand même, parce que dans sa tête, rien n'est terminé. C'est juste en pause. Il s'en va avec la certitude que s'il le veut un jour, il revient et trouve la même place qui l'attend. C'est pour ça qu'il n'entre pas en crise quand tu pars. C'est pour ça qu'il ne réagit pas quand il te voit souffrir. C'est pour ça qu'il continue comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où quelque chose de différent se produit. Pas un drame, pas une conversation, pas une dispute finale. Quelque chose de plus simple et de plus définitif. L'évitant fait ce qu'il fait toujours. Il teste le terrain. Un message court, une excuse banale, un salut qui paraît innocent. Et en quelques secondes, il comprend ce qu'il ne voulait pas accepter. Qu'il ne parle plus à quelqu'un qui l'aime. Il parle à quelqu'un qui a déjà fermé la porte de l'intérieur. C'est ça le point de non-retour. Quand l'évitant perçoit, avec une clarté totale, que tu ne veux plus rien savoir de lui, non pas parce que tu es en colère, mais parce qu'il n'y a plus d'intérêt, plus d'ouverture, plus de place pour lui. Parce qu'il a trop joué. Il a trop tourné en rond. Il ne s'est pas positionné quand il le fallait. Il n'a pris aucune vraie décision. Il est resté dans ce va-et-vient, dans ce « on verra plus tard », dans ce jamais rien définir. Et ça fatigue. Ça épuise. Il arrive un moment où la personne se déconnecte tout simplement. Pas par rancune, mais par épuisement émotionnel. Et quand elle atteint cette limite, quand elle franchit cette ligne intérieure, il n'y a plus de retour possible. L'évitant a atteint le point de non-retour sans s'en rendre compte. Et maintenant il est de l'autre côté, là où plus rien de ce qu'il fera ne changera ce qui s'est passé. C'est là qu'il réalise qu'il ne t'a pas perdu quand il est parti. Il t'a perdu quand il est revenu et qu'il a trouvé la porte vraiment fermée. La grande illusion de l'évitant, c'est de penser que le temps joue en sa faveur. Il croit qu'il peut disparaître pendant des semaines ou des mois, revenir quand ça l'arrange et te retrouver exactement là où il t'a laissé. Cette croyance n'est pas de l'arrogance consciente, c'est simplement comme ça que fonctionne sa logique interne. Pour lui, la relation n'avance pas quand il n'est pas là. Tout reste suspendu, en attente de son retour. Toi aussi tu restes suspendu, dans son esprit, en l'attendant avec la même intensité émotionnelle que tu avais le dernier jour où il est parti. Cette façon de voir les choses lui permet de garder ses distances sans culpabilité. Il ne sent pas qu'il abandonne quelque chose de précieux parce que, de son point de vue, ce quelque chose de précieux sera toujours là quand il décidera de revenir. C'est comme laisser un livre sur la table en supposant que personne d'autre n'y touchera. La possibilité que quelqu'un ferme ce livre, le range sur une étagère lointaine, ou même le donne, n'existe tout simplement pas dans son radar. Et tant que cette possibilité n'existe pas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ce que l'évitant ne comprend pas, c'est que les gens changent quand on ne les regarde pas. Ils changent quand leurs besoins sont ignorés de façon répétée. Ils changent quand la douleur d'attendre devient plus grande que le désir de rester. Ce changement ne se produit pas d'un coup. Il n'y a pas de moment dramatique où tu décides que tu ne veux plus de cette personne. C'est plus silencieux que ça. C'est une série de petits renoncements qui s'accumulent jusqu'au jour où tu te rends compte que tu n'attends plus rien. Tu ne vérifies plus ton téléphone avec la même urgence. Tu n'interprètes plus chaque geste comme un signe qu'il va revenir. Son absence ne te fait plus mal de la même manière. L'évitant, pendant ce temps, continue de fonctionner sous la même prémisse. Il continue de croire qu'il a accès. Il continue de penser qu'il peut gérer la distance à sa guise. Et cette certitude fausse est ce qui le maintient à l'aise dans son éloignement. Il n'y a pas de pression interne pour changer parce que, dans sa tête, il n'a encore rien perdu. Tout reste disponible. Tout reste en pause, en attendant qu'il appuie sur play quand il sera prêt. Quand il décide finalement de reprendre contact, il le fait depuis cette même sécurité. Il ne vient pas avec des excuses élaborées. Il ne vient pas avec de grandes déclarations. Il vient avec quelque chose de décontracté, quelque chose de léger, quelque chose qui lui permet de mesurer ta réaction sans trop s'engager. Un commentaire sur quelque chose que vous avez vu ensemble. Une question pour savoir comment tu vas. Un mème qui lui a rappelé toi. Rien qui implique une vraie vulnérabilité. Juste assez pour ouvrir la porte et voir si elle fonctionne encore. Dans son expérience passée, ça marchait toujours. La personne répondait. Elle montrait du soulagement. Elle montrait qu'il y avait encore quelque chose là. Et ça lui confirmait que sa stratégie était correcte,
qu'il pouvait partir et revenir sans conséquences majeures. Chaque fois qu'il revenait et trouvait la porte ouverte, ça renforçait la croyance qu'elle serait toujours ouverte, qu'il contrôlait le timing, qu'il pouvait gérer la relation à distance sans perdre ce qu'il avait. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, quand il envoie ce message décontracté, la réponse n'arrive pas avec la même énergie. Il n'y a pas de soulagement, pas de chaleur. Il y a quelque chose qu'il n'attendait pas, de l'indifférence. Ce n'est pas de la colère, parce que la colère implique encore une connexion émotionnelle. Ce n'est pas de la tristesse, parce que la tristesse implique encore que tu comptes pour elle. C'est quelque chose de plus froid, de plus définitif. C'est l'absence totale d'intérêt pour reprendre ce qui a existé avant. Cette indifférence frappe différemment. L'évitant est habitué à gérer des émotions intenses chez les autres. Il peut gérer la colère, il peut attendre que la tristesse passe, il peut même gérer les reproches. Ce qu'il ne peut pas gérer, c'est l'absence de réaction. Parce que l'absence de réaction signifie qu'il n'occupe plus le même espace dans ta vie. Que tu as bougé, que tu es passé à autre chose, que tu as fermé quelque chose qu'il croyait encore ouvert. C'est là que commence la panique, pas le genre de panique visible, pas le genre de panique qui s'exprime par des mots désespérés ou des gestes dramatiques. C'est une panique interne, une sensation grandissante que quelque chose a été perdu pour toujours. Pour la première fois, l'évitant se confronte à la possibilité réelle qu'il ne peut pas revenir, que l'option qu'il a toujours tenue pour acquise n'est plus disponible, qu'il a joué trop longtemps avec quelque chose qui a maintenant disparu. C'est le moment où il commence à traiter ce qui s'est vraiment passé. Avant ça, la perte était abstraite. Il savait que tu étais parti. Il savait qu'il y avait de la distance, mais il ne le ressentait pas comme quelque chose de permanent. C'était plutôt un état temporaire qui pouvait être inversé à tout moment. Maintenant, pour la première fois, il ressent la permanence. Il sent qu'il a franchi une ligne invisible qu'il ne peut plus refranchir. Et cette sensation est complètement nouvelle pour lui. L'ironie, c'est que ce moment de lucidité arrive exactement quand il est déjà trop tard. L'évitant comprend finalement ce qu'il a perdu, mais il le comprend de l'autre côté de la perte, quand il n'y a plus rien à faire. C'est comme se réveiller au milieu de la nuit et réaliser que tu as oublié quelque chose d'important. Mais le magasin a déjà fermé, l'événement est déjà passé, l'opportunité est déjà partie. Tu peux le comprendre parfaitement. Tu peux ressentir le poids complet de ce que tu as perdu. Mais cette compréhension ne change pas le résultat. Ce qui fait que ce point est de non-retour. Ce n'est pas seulement ta déconnexion. C'est que quelque chose a changé dans la façon dont tu te vois toi-même. Pendant tout le temps où vous étiez dans cette dynamique, tu étais dans un état d'attente, d'ouverture, de disponibilité émotionnelle. Il y avait toujours de l'espace pour qu'il entre et sorte. Il y avait toujours une partie de toi qui gardait la porte entr'ouverte, en espérant qu'un jour il se déciderait, qu'un jour il ferait un vrai pas, qu'un jour il s'engagerait vraiment. Mais attendre a une limite, non pas parce que tu décides consciemment d'arrêter d'attendre, mais parce que ton système interne se fatigue. Il se fatigue d'investir de l'énergie dans quelque chose qui n'avance pas. Il se fatigue d'interpréter des signaux qui ne mènent jamais à rien de concret. Il se fatigue du cycle répétitif de rapprochement et d'éloignement qui ne résout jamais rien. Et quand cette fatigue atteint un certain point, quelque chose s'éteint. Pas avec rage, pas avec douleur, ça s'éteint simplement. Et quand ça arrive, la porte ne se ferme pas seulement, elle se scelle. L'évitant peut essayer de la forcer. Il peut envoyer plus de messages. Il peut changer de ton, devenir plus direct, plus vulnérable, plus présent. Il peut faire toutes les choses qu'il aurait dû faire avant. Mais rien de tout ça ne change le fait qu'il est arrivé trop tard. Il est arrivé quand il n'y a plus de réceptivité. Il est arrivé quand tu as déjà traité la perte de ton côté. Il est arrivé quand tu as déjà reconstruit ta vie sans lui dedans. Et il n'y a pas de stratégie, pas de geste, pas de mots qui puissent rouvrir quelque chose qui s'est fermé de cette manière. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ce point de non-retour n'est pas atteint par un événement spécifique. Ce n'est pas une grande dispute. Ce n'est pas une trahison évidente. Ce n'est pas un moment où tu décides consciemment que tu ne veux plus rien savoir. C'est cumulatif. C'est la somme de toutes les fois où il t'a laissé attendre, toutes les fois où il a promis sans tenir, toutes les fois où il s'est rapproché juste pour s'éloigner de nouveau, toutes les fois où il t'a fait sentir que peut-être, cette fois ce serait différent, juste pour retomber dans le même schéma.
Chacun de ces moments érode un peu plus ta capacité à continuer d'investir. Chaque cycle répété use un peu plus ton espoir. Et il arrive un moment où il ne reste plus rien à éroder. Il ne reste plus d'espoir à user. Il ne reste plus d'ouverture émotionnelle à exploiter. Il reste juste un espace vide, là où avant il y avait quelque chose de vivant, quelque chose qui palpitait, quelque chose qui espérait. Et cet espace vide, c'est ce que l'évitant trouve quand il décide finalement de revenir. La réaction de l'évitant à ce point varie. Certains se retirent immédiatement, acceptant la défaite sans essayer de se battre. D'autres tentent encore une fois, avec plus d'intensité, en pensant que peut-être s'ils insistent assez, quelque chose changera. Certains deviennent même plus vulnérables qu'ils ne l'ont jamais été, montrant des émotions qu'ils ont gardées enfermées pendant tout le temps où ils étaient ensemble. Mais aucune de ces réactions ne change le résultat, parce qu'elles arrivent toutes trop tard. Ce que l'évitant ne peut pas récupérer, c'est le temps. Il ne peut pas récupérer tous ces moments où il aurait pu choisir de rester et a choisi de partir. Il ne peut pas récupérer toutes ces opportunités où il aurait pu s'engager et a choisi de garder ses distances. Il ne peut pas récupérer la version de toi qui croyait encore à la possibilité que les choses fonctionnent. Cette version n'existe plus. Elle a été remplacée par quelqu'un qui a appris à vivre sans lui, qui a appris à fermer des portes qu'elle gardait ouvertes avant, qui a appris qu'attendre indéfiniment n'est pas de l'amour, c'est de l'autosabotage. Et c'est la leçon la plus dure pour l'évitant. Que les gens n'attendent pas éternellement, que la patience a une limite, que tu peux t'éloigner 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais il arrive un moment où la personne arrête tout simplement de te recevoir en retour, non pas parce qu'elle te déteste, non pas parce qu'elle veut te punir, simplement parce qu'elle n'a plus d'espace émotionnel pour d'autres cycles. Elle n'a plus d'énergie pour d'autres tests. Elle n'a plus d'espoir que quelque chose change. L'évitant découvre aussi autre chose dans ce processus, que ce qu'il a perdu n'était pas juste une personne, c'était une façon spécifique d'être aimé. C'était quelqu'un qui était prêt à attendre, à s'adapter, à tolérer la distance avec l'espoir qu'un jour, il y aurait une vraie proximité. C'était quelqu'un qui voyait son potentiel et croyait qu'il finirait par se permettre de l'atteindre. C'était quelqu'un qui n'exigeait pas, qui ne pressait pas, qui donnait de l'espace même quand l'espace se transformait en abandon. Ce genre d'amour ne se trouve pas facilement. Il requiert un niveau de patience et de tolérance que la plupart des gens n'ont pas. Et quand l'évitant perd ça, il perd quelque chose d'unique. Il peut trouver d'autres personnes, il peut avoir d'autres connexions, mais il trouvera difficilement quelqu'un prêt à l'attendre de la même manière. Parce que les gens qui aiment comme ça apprennent, finalement, à ne plus le faire. Ils apprennent que donner tout cet espace ne crée pas de proximité, ça crée de l'abandon. Et une fois qu'ils ont appris cette leçon, ils ne reviennent pas en arrière. Ce qui rend le point de non-retour si définitif, c'est précisément ça, qu'il marque un changement permanent chez la personne qui attend. Ce n'est pas seulement qu'elle décide de ne pas continuer avec l'évitant, c'est qu'elle décide de ne plus être le genre de personne qui attend indéfiniment, quelqu'un qui ne s'engage pas. C'est un changement d'identité, pas juste un changement de relation. Et ce changement ne s'inverse pas avec des excuses, avec des promesses, ni même avec des actions concrètes, parce que ce qui a été perdu n'est pas juste la relation, c'est la disposition à être dans ce genre de relation. L'évitant, quand il comprend finalement ça, se confronte à un paradoxe cruel. Il est finalement prêt à donner ce qu'il ne pouvait pas donner avant, mais il n'y a plus personne qui attend de le recevoir. Il comprend finalement ce qu'il a perdu, mais cette compréhension arrive quand la perte est déjà irréversible. Il ressent finalement l'urgence de se connecter, mais la personne avec qui il veut se connecter s'est déjà complètement déconnectée. Ce paradoxe est dévastateur parce qu'il inverse tout ce que l'évitant croyait sur le contrôle. Pendant tout ce temps, il a senti qu'il contrôlait le timing. Il contrôlait quand se rapprocher, quand s'éloigner, quand revenir. Maintenant, il découvre que ce contrôle était une illusion, que l'autre personne avait aussi du contrôle, le contrôle de fermer la porte. Et elle a exercé ce contrôle juste quand il ne s'y attendait pas, juste quand il supposait que la porte resterait ouverte. Ce que l'évitant doit traiter, c'est que la perte ne s'est pas produite quand il est parti. Elle s'est produite dans tous ces moments où il aurait pu rester et ne l'a pas fait. Elle s'est produite dans toutes ces opportunités où il aurait pu s'engager et a choisi de maintenir l'ambiguïté. Elle s'est produite dans toutes ces occasions où il aurait pu être clair
et a choisi d'être confus. La perte a été graduelle, cumulative, construite par des centaines de petites absences qui ont fini par totaliser une absence complète. Et maintenant qu'il est de l'autre côté, maintenant qu'il ressent finalement ce que l'autre personne a ressenti pendant si longtemps, la douleur de vouloir quelque chose qui n'est pas disponible, il comprend l'ampleur de ce qu'il a fait. Il comprend ce que c'est d'attendre quelqu'un qui n'arrive pas. Il comprend ce que c'est d'interpréter des signaux qui ne se transforment jamais en engagement réel. Il comprend ce que c'est de garder l'espoir quand toutes les preuves disent qu'il n'y a rien à espérer. Mais cette compréhension ne change rien. Elle le rend juste plus conscient de ce qu'il a perdu. Elle lui montre juste, avec une clarté douloureuse, qu'il avait quelque chose de précieux et qu'il l'a laissé partir par peur, par incapacité, par préférence du contrôle sur la connexion. Et maintenant cette chose précieuse est hors de sa portée, non pas parce que l'autre personne est cruelle, mais parce qu'elle s'est tout simplement fatiguée. Elle s'est fatiguée d'attendre. Elle s'est fatiguée d'interpréter. Elle s'est fatiguée d'investir dans quelque chose qui n'avançait jamais. Le point de non-retour n'est pas un moment de vengeance. Ce n'est pas une punition conçue pour faire souffrir l'évitant. C'est simplement le résultat naturel d'un processus qu'il a lui-même mis en marche. Chaque fois qu'il s'est éloigné, il a contribué à ce point. Chaque fois qu'il a laissé l'autre personne attendre, il s'en est rapproché. Chaque fois qu'il a choisi la distance plutôt que la proximité, il l'a construit. Et maintenant qu'il y est, il n'y a aucun moyen de le défaire. La seule chose que l'évitant peut faire à ce point, c'est l'accepter. Accepter qu'il a perdu quelque chose qu'il ne peut pas récupérer. Accepter que sa façon de gérer la relation a eu des conséquences réelles. Accepter que le temps n'était pas de son côté, que la patience de l'autre personne n'était pas infinie, que finalement les portes se ferment quand personne ne les franchit. Et peut-être, s'il y a quelque chose à apprendre de tout ça, c'est que les relations ne peuvent pas être maintenues en pause indéfiniment, que les gens n'attendent pas éternellement, que l'accès n'est pas un droit permanent, c'est quelque chose qui se maintient avec de la présence, avec de la cohérence, avec un engagement réel. Que tu peux t'éloigner, mais chaque fois que tu le fais, tu cours le risque que quand tu reviendras, il n'y ait plus rien vers quoi revenir. Le point de non-retour existe parce que les gens ont une limite. Ils ont un point où la douleur de rester devient plus grande que la douleur de partir. Et quand ils atteignent ce point, quelque chose se casse de façon permanente. Ça ne peut pas s'arranger avec des mots. Ça ne peut pas se réparer avec des gestes tardifs. Ça ne peut pas s'inverser avec des promesses de changement. Parce que le changement qui comptait devait se produire avant, quand il y avait encore quelqu'un qui attendait de le voir. Maintenant, il ne reste que la distance. Une distance que l'évitant a créée, qu'il a gérée, qu'il a maintenue. Et maintenant, cette distance est la seule chose qui reste. Non pas parce que l'autre personne est rancunière, non pas parce qu'elle veut le faire souffrir, simplement parce qu'elle n'a plus rien à donner. Elle a déjà investi tout ce qu'elle avait. Elle a déjà attendu tout ce qu'elle pouvait attendre. Elle a déjà toléré tout ce qu'elle était capable de tolérer. Et quand il ne reste plus rien à donner, la seule chose qui reste, c'est de lâcher prise. Lâcher prise de l'espoir que quelque chose change. Lâcher prise de l'idée qu'un jour ce sera différent. Lâcher prise de la connexion qui n'a jamais été ce qu'elle devait être. Et ce lâcher prise est irréversible. Non pas parce qu'il est impossible de se reconnecter avec quelqu'un, mais parce que la personne qui lâche prise n'est plus la même que celle qui attendait. Elle ne veut plus la même chose. Elle n'est plus disponible de la même manière. L'évitant comprend finalement ça quand il est déjà trop tard, quand il a déjà franchi le point de non-retour sans s'en rendre compte, quand il a déjà perdu quelque chose qu'il ne pourra jamais récupérer, non pas parce que c'est impossible de le récupérer, mais parce que la personne qui pourrait le recevoir en retour n'existe plus. Elle a été remplacée par quelqu'un qui a appris à vivre sans lui. Et c'est ça, la vraie perte. Pas la personne, mais la version de cette personne qui croyait encore à la possibilité. Si tu regardes ça et que tu reconnais cette dynamique dans ta propre vie, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Arriver au point de non-retour ne fait pas de toi quelqu'un de cruel. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de vengeur. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'insensible. Ça fait de toi un être humain. Ça fait de toi quelqu'un qui a finalement respecté ses propres limites, quelqu'un qui a décidé qu'attendre indéfiniment n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-sabotage. Quelqu'un qui a fermé une porte qui aurait dû se fermer il y a longtemps,
Et si tu es l'évitant qui regarde ça, si tu reconnais que tu es arrivé trop tard, que tu as perdu quelque chose que tu valorisais parce que tu n'as pas su en prendre soin à temps, je veux aussi que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin d'une dynamique spécifique qui ne fonctionnait pas. C'est la fin d'une façon de te relier qui causait du mal. Et même si ça fait mal, même si tu sens que tu as perdu quelque chose d'irremplaçable, cette perte peut t'apprendre quelque chose de crucial, que les gens n'attendent pas éternellement, que l'amour demande de la présence, que la connexion réelle ne peut pas se gérer à distance. Peut-être que la prochaine fois que quelqu'un comptera pour toi, tu te souviendras de ça. Tu te souviendras que le temps n'est pas de ton côté, que la patience des gens a une limite, que tu peux t'éloigner, mais chaque fois que tu le fais, tu risques de perdre quelque chose que tu ne récupéreras peut-être jamais. Et peut-être, juste peut-être, ça te fera choisir différemment. Choisir de rester quand l'impulsion sera de partir. Choisir de t'engager quand l'impulsion sera de maintenir l'ambiguïté. Choisir la proximité quand l'impulsion sera de chercher la distance. Parce qu'au final, le point de non-retour n'est pas seulement à propos de la personne qui est partie. C'est à propos de l'opportunité qui a été perdue. L'opportunité de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui était prêt à essayer. Et quand cette opportunité s'en va, quand cette porte se ferme, tout ce qui reste, c'est la conscience qu'elle était là, qu'elle était réelle, et que tu l'as laissée partir. Laisse-moi dans les commentaires. As-tu vécu ce point de non-retour, que ce soit en tant que personne qui a attendu ou en tant que personne qui est arrivée trop tard? Comment l'as-tu traité? Ton expérience m'intéresse. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose que tu vivais, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu sur les dynamiques relationnelles et les schémas d'attachement. Merci d'avoir regardé.